Tübingen est au cœur du Bad Württemberg, sur les bords du Nectar, où naviguent des Storerkan, embarcations traditionnelles dirigées à l'aide d'une perche. La ville séduit par son charme médiéval, avec ses maisons à colombages colorés et ses ruelles pavées qui entourent l'église Stiftskirche. C'est une halle gothique du XVe, dont le chœur abrite un mobilier richement sculpté avec des figures comme Aaron, Moïse, David ou le Christ. Tübingen doit sa vitalité à son université fondée en 1477, l'une des plus anciennes d'Allemagne. La place du marché est dominée par l'hôtel de ville Renaissance. Le château de Hohen-Tübingen, qui abrite des musées universitaires, surplombe la ville et offre une vue imprenable sur les toits rouges et les collines boisées alentour. Située à quelques kilomètres, l'abbaye de Bebenhausen constitue un ensemble remarquable où l'architecture cistercienne médiévale se mêle harmonieusement à un château royal du XIXe. Fondée à la fin du XIIe, l'abbaye connaît un âge d'or entre le XIIIe et le XVe siècle, jusqu'à sa dissolution au XVIIe suite à la Réforme. Le monastère est transformé en résidence de chasse durant le XIXe siècle par les derniers rois de Württemberg, érigés en royaume par Napoléon. L'église abbatiale est une basilique à 3 nefs, typiquement cistercienne. La chaire, érigée lors de la fondation de l'école monastique au XVIe, présente différentes scènes bibliques. Le réfectoire d'été incarne l'élégance gothique avec ses voûtes étoilées et ses colonnes octogonales. La fresque du plafond de la salle capitulaire date de 1528. Chaque matin, une lecture d'un chapitre de la règle Saint-Benoît y était lue. Le cloître, dont les fenêtres étaient vitrées à l'origine, a une fonction de jonction entre les différents lieux de l'abbaye. Réfectoire d'été, salle capitulaire, dortoir et ancien logis de l'abbé. Un édicule adjacent abritait la fontaine qui servait aux ablutions des moines. La flèche gothique de l'église déroge à la règle de simplicité de l'ordre, mais est un symbole visible et audible du site, avec ses cloches encore manipulées à la main. Dès que l'on arrive à Ulm, impossible de manquer la silhouette élancée de la flèche de la cathédrale qui perce le ciel à 161 mètres, ce qui en fait la plus haute du monde. En franchissant les lourdes portes de bois, la nef s'ouvre, immense, lumineuse, portée par des colonnes qui s'élancent vers la voûte à 41 mètres de hauteur. Sur les côtés, les vitraux médiévaux projettent sur le sol une lumière colorée changeant au fil des heures. En avançant vers le chœur, on découvre les stalles de bois sculptées par Georg Sierling. Chaque siège est une œuvre d'art peuplée de personnages différents d'une grande finesse d'exécution, figures masculines d'un côté et féminines de l'autre. Puis vient le moment de monter les 768 marches du clocher. L'escalier est étroit, en colimaçon, et permet d'atteindre la plateforme à 143 mètres qui nous offre en récompense Ulm à nos pieds. Les collines environnantes, les toits rouges, les courbes du Danube.
La partie la plus ancienne de l'hôtel de ville remonte à 1370. Ses façades gothiques sont recouvertes de somptueuses fresques, véritables livres d'histoire vivants. La façade principale est ornée d'une horloge astronomique de 1520. Il est doux de flâner dans le vieux quartier des tanneurs et des pêcheurs pour rejoindre doucement le bord du Danube. Le canal de l'Isar, à hauteur du camping sud de Munich, est un spot d'entraînement de surf très fréquenté. La rivière elle-même est le lieu de détente et de baignade pour de nombreux Munichois. Il faut parcourir une dizaine de kilomètres pour atteindre le centre-ville, marqué par la Marienplatz, que borde le nouvel hôtel de ville. Avec sa façade néo-gothique, celui-ci semble beaucoup plus ancien qu'il ne l'est en réalité. En effet, il a été construit fin 19e, car l'ancien hôtel de ville voisin était devenu trop petit. Une des principales attractions est le carillon, qui attire de nombreux spectateurs tous les jours à 11 et 12 heures et 17 heures en été. Sur le carillon sont illustrés deux événements de l'histoire de Munich. Le mariage du duc Guillaume V de Bavière avec Renate de Lorraine en 1568 à l'étage supérieur. Et à l'étage inférieur, la danse des tonneliers qui auraient été les premiers à s'aventurer à nouveau dans les rues en dansant après une grave épidémie de peste. L'intérieur du bâtiment est impressionnant avec son grand escalier orné de vitraux retraçant l'histoire de Munich. Le sommet de la tour permet de profiter d'une vue panoramique sur la ville et sur la Marienplatz, fermée par l'ancien hôtel de ville. Située juste à côté, l'église Saint-Pierre a vu son style très remanié depuis sa construction au XIIe siècle. Sa dernière reconstruction, après les bombardements de la dernière guerre, lui a donné un style baroque. En pendant au clocher de Saint-Pierre, l'arbre de mai marque le centre de la place du marché. La résidence, ancien palais des rois de Bavière, est aujourd'hui un musée monumental. Alliant style Renaissance, baroque et rococo, il propose à la visite les 66 mètres de l'immense salle de l'antiquarium, décorée de fresques et bustes antiques, les appartements royaux, ainsi que la salle du trône, sans oublier le théâtre rococo du palais. La résidence borde le jardin anglais, plus vaste jardin urbain du monde, où les Munichois viennent se détendre et écouter de la musique bavaroise, en mangeant d'énormes bretzels accompagnant des poissons frits.
Le palais de Nymphenburg était la résidence d'été de la dynastie des Wittelsbach. Ces jardins, conçus dans un style baroque à la française au XVIe, ont été remaniés dans un style anglais un siècle plus tard, tout en gardant leur axe monumental. Plusieurs bâtiments parsèment le parc, comme le Pagodemburg, d'inspiration chinoise, ou le pavillon de chasse de la Malienburg. Le parc abrite également l'immense jardin botanique de Munich. Outre les splendides parterres fleuris, il possède une quinzaine de serres aux termes variés. Perché sur un éperon étroit et allongé entre les eaux de la Salzach et celles d'un lac venu prendre la place de l'ancien lit de la rivière, le château de Burghausen est le plus long d'Europe. S'étendant sur plus d'1 kilomètre, il se compose de 6 cours successives, protégées chacune par une entrée fortifiée et une succession de tours parsemant les remparts. Chaque cour avait une activité définie, artisanale, militaire ou administrative, avec des bâtiments dédiés. La porte Saint-Georges est la dernière à traverser pour se retrouver face au château seigneurial protégé par un large fossé. Cette ultime cour distribue l'appartement des femmes, aujourd'hui devenu musée, la chapelle Élisabeth, plus ancienne église gothique du sud de la Bavière, et le bâtiment princier dont la terrasse offre un panorama sur le lac Wörthsee et la vieille ville au bord de la Salzach. Le Königssee est un lac d'une beauté extraordinaire, niché entre des falaises abruptes dans le massif de Watzmann. Son eau transparente est réputée comme l'une des plus propres d'Allemagne. Depuis 1909, afin de préserver sa pureté, seules des embarcations propulsées à moteur électrique sont autorisées à y naviguer. Cela rend la croisière de 8 km quasi silencieuse, en dehors des airs de trompette dont jouent les bateliers pour faire apprécier la qualité de l'écho qui résonne contre les parois rocheuses. Isolée à mi-parcours et accessible uniquement par bateau, l'église de Saint-Bartholomé reflète ses clochers rouges sur l'émeraude du lac. La construction originelle du XIIe a laissé place à une église romane baroque où se déroule un pèlerinage en septembre pour honorer le saint patron des pêcheurs et des chasseurs.
l'extrémité sud du lac, depuis le ponton de Salette, un chemin borde l'Obersee, dont les eaux limpides font un véritable miroir où se reflètent les reliefs environnants. Le chemin mène jusqu'à la Robbachfall, cascade la plus haute d'Allemagne, mais bien maigrelette à cette saison. Berchtesgaden a été longtemps une principauté indépendante qui tirait sa richesse depuis le XVIe siècle des mines de sel les plus anciennes d'Allemagne. Celle-ci se visite à l'aide d'un petit train et de toboggans de bois qui, de niveau en niveau, mène jusqu'au lac souterrain illuminé. Aujourd'hui, cette ville est sans doute plus connue par la présence du Berghof, complètement détruit, et du nid d'aigle de triste réputation. Il n'en demeure pas moins que de là-haut, les paysages sont splendides. Le lac de Chiemsee est le plus grand lac de Bavière. Il abrite 3 îles, dont le Herreninsel, l'île aux hommes, site du château de Herrenchiemsee, construit par Louis II de Bavière sur le modèle de Versailles. Grand admirateur de Louis XIV et de la monarchie absolue dont il était privé, Louis II a souhaité reproduire la Galerie des Glaces, en plus grand, ainsi que des jardins à la française avec le Grand Canal. Le projet de ce roi bâtisseur restera inachevé en raison de sa mort à 41 ans en 1886. Le Ludwig-Fässer, au charme suranné, est le dernier bateau à aube naviguant sur le lac. Depuis 1927, il relie les différentes îles au continent, comme Fraueninsel, l'île des Dames, siège d'une abbaye bénédictine depuis le 8e siècle.
Garmisch-Partenkirchen est blotti au pied du Zugspitze, le plus haut sommet d'Allemagne, 2962 mètres, bien observable depuis le Wormk, qui offre un panorama sur les vallées environnantes et la ville à ses pieds. Le sentier ombragé redescend jusqu'à Partenkirchen, qui conserve son atmosphère traditionnelle avec ses maisons aux façades décorées de fresques racontant des légendes ou des scènes rurales. Garmisch, plus moderne, abrite la gare du train à crémaillère qui grimpe doucement à flanc de montagne avant de s'enfoncer dans un tunnel qui débouche au pied du Zugspitze. Un téléphérique grimpe les 300 derniers mètres pour atteindre la plateforme sommitale partagée entre l'Autriche et l'Allemagne. Le téléphérique du Zugspitze ne met que 10 minutes pour descendre les 2000 mètres qui l'amènent au niveau du lac Eibsee. L'abbaye bénédictine d'Étal, fondée en 1330 par l'empereur Louis IV, est un exemple spectaculaire de baroque bavarois, tant par son architecture que par son décor intérieur. L'abbaye est encore habitée par des moines bénédictins qui perpétuent la vie monastique. La fête de Dieu donne lieu à une procession qui rassemble un bon nombre de fidèles revêtus pour l'occasion de leurs plus beaux costumes traditionnels.
des édifices commandés par Louis II, Linderhof est le seul qui fut terminé de son vivant. Ce fut sa résidence préférée, intime et raffinée. Les jardins à la française s'étendent autour du palais, parterres symétriques, statues classiques et bassins ornés de fontaines. Les façades baroques et l'intérieur rococo témoignent de l'influence française avec dorures et miroirs à profusion. Outre différents plans d'eau, le parc abrite divers bâtiments remarquables, tels le kiosque mauresque, présenté par la Prusse à l'exposition universelle de Paris de 1867 et racheté par Louis II. Ou la chapelle Sainte-Anne, présente depuis le XVIIe. Ou enfin la grotte de Vénus, aménagée sur les indications de Richard Wagner pour le premier acte de Tannhäuser. Sur les bords de la Lech, Füssen est surtout connue comme ville de départ pour visiter Neuschwanstein et Hohenschwangau, mais elle possède également un centre historique qui mérite de s'y attarder. Dominant la vieille ville, l'Hohes Schloss est le plus grand et le mieux conservé des châteaux gothiques allemands. Construit au XIVe comme résidence des princes évêques d'Augsbourg, il mêle style gothique tardif et Renaissance avec des façades ornées de fresques en trompe-l'œil, fenêtres, colonnades et encadrements peints, spécialité bavaroise. Au pied du château, la vieille ville étire ses rues pavées, bordées de maisons peintes. Dominant la plaine de la Lech et ses lacs, le château de Neuschwanstein surplombe Hohenschwangau, château d'enfance de Louis II qui s'y imprègne des légendes germaniques et des paysages alpins. Avec ses tours élancées, ses murs blancs et ses toits bleutés, bien qu'inachevés, il incarne le château de conte de fées pris pour modèle par Walt Disney pour le château de la Belle au bois dormant. Louis II l'a conçu comme une retraite romantique et un hommage à l'univers médiéval et aux opéras de Richard Wagner, comme le montre la salle des chanteurs, décorée de fresques inspirées des légendes germaniques.
pont de Marienbrück offre la vue la plus célèbre sur Neuschwanstein, suspendu entre ciel, montagne et forêt.